Voici un nouvel épisode occulte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Cult Podcast et j'ai le plaisir d'avoir Thibaut avec nous. Comment ça va, Thibaut? Ça va très bien, et toi, comment ça va? Tout se passe bien. Donc aujourd'hui, on va se concentrer. Le thème qu'on a choisi, c'est la nuit. Et oui, c'est Thème de un thème saison de finalement, saison. puisque c'est maintenant que les nuits les plus longues arrivent finalement. Oui, d'ailleurs ici il fait nuit vers 3h30 de l'après-midi, donc c'est assez chouette hein, comme ambiance. Plus sérieusement, la nuit, qu'est-ce que ça peut nous évoquer? On peut évidemment se dire que c'est une sorte d'alternance, c'est toujours une régénération. C'est ce que nous permet, c'est ce que nous offre la nuit, aborder un jour nouveau. C'est chaque fois une sorte de rupture. Et puis, il y a un ami qui me parlait récemment d'un poème de Rimbaud, Le bateau ivre, avec quelques vers, notamment les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. Il y a aussi Camus dans le mythe de Sisyphe qui nous dit qu'il n'y a pas de soleil sans ombre, qu'il faut connaître la nuit. Pour ce podcast, parlons donc de la nuit et aussi des étoiles. Donc, je propose que pendant cet épisode, chaque fois qu'on discute d'une œuvre, quand on est sur le point de terminer, qu'on lui donne une note sur 5 étoiles par exemple, chaque œuvre qu'on discutera. Il y aura peut-être débat aussi. Et puis, à voir si par exemple une œuvre dont je vais te parler pourrait peut-être t'intéresser et que tu lui donnerais une note plutôt positive ou négative. Donc, on va avoir un feedback en temps réel. Ça pourrait être Donc on intéressant. introduit les notations. Oui. Quel grand changement! On pourra peut-être le réutiliser aussi sur les réseaux sociaux comme matériel. Pour commencer, il y a, si on parle de la nuit, un des premiers thèmes auxquels j'ai pensé, c'est aussi minuit. Et il y a évidemment Les Enfants de minuit, un roman assez connu de Salman Rushdie. Salman Rushdie, on sait qu'il a été attaqué il y a quelque temps à New York. Sa santé s'est un petit peu stabilisée et c'est un écrivain indien assez célèbre pour quelques livres. Donc, il y a notamment les versets sataniques pour lesquels il a eu pas mal de problèmes. Et puis, il y a aussi Les Enfants de minuit. Donc, c'est un livre que j'ai commencé. J'ai trouvé assez survolté, par moments loufoque, mais aussi brouillon. Il y a une sorte de réalisme magique à la Garcia Marquez. Ça peut être loufoque un petit peu comme John Irving peut le faire. Ça, je sais, Thibaut, c'est une référence qui pourra te parler. Et puis, c'est par moments également assez brouillon. Par exemple, des tonnes de caractères, des tonnes de personnages, en fait, sans importance. Des storylines qui ne mènent nulle part. Il y a aussi des ingéniosités linguistiques au début, parfois c'est amusant, mais aussi parfois c'est également, comment dire, ça peut être génial. Donc il y a un moment où il y a cette utilisation de métaphores avec le drap qui est perforé. Donc le grand-père médecin du jeune homme qui nous conte l'histoire est forcé d'utiliser ce drap perforé pour examiner sa future épouse. Parce que les familles sont assez conservatrices et décident d'utiliser cela comme sorte de distance aussi entre les deux futurs époux. Et puis, certains vont comparer ce roman à une copie hyperactive de Tim Drum, de Günter Grass, donc j'ai trouvé cette référence en ligne. Et dans ce roman-là, en fait, comme dans le roman de Salman Rushdie sur l'Inde et sur ce jeune homme, c'est un roman où on voit un jeune homme avec des dons particuliers dont l'histoire va se développer en parallèle avec celle d'une autre nation. Donc, le livre de Günter Grass, c'est sur l'Allemagne, et dans notre cas ici, c'est l'Inde, avec on suit donc le jeune homme Aziz qui raconte son histoire familiale depuis les débuts. De manière générale, si je devais résumer, donc le roman donne une sorte d'impression d'avoir été payé au mot, malheureusement, parce que c'est extrêmement long, c'est répétitif. Il y a pas mal de digressions un peu données à demi-mot. Elles restent assez vagues et l'auteur souvent nous promet qu'il va nous en dire un peu plus tard dans le roman, avec par exemple des passages très, très connus du style bien des années plus tard, 3 petits points. Et cela se lit par moments comme une punition étant donné que ça donne vraiment un état assez brouillon au final. Est-ce que ça te donne l'impression que j'aurais pu terminer ce livre ou est-ce que je l'ai abandonné? Donc, c'est pas une question pour 1 million d'euros, ça Ouais. semble assez facile. Est-ce que tu l'as lu suffisamment pour pouvoir en parler longuement? Je dois dire, je lui ai quand même donné 200 pages. Après, j'ai commencé à accélérer un petit peu une lecture en diagonale. Sur combien? Quand même bien 600. Ah oui, ok. J'ai arrêté les frais aussi. Il faut oser, donc je me suis dit, soyons C'est un, courageux. c'est le droit d'arrêter un roman, ça fait partie des droits du lecteur selon Daniel Pénac, hein.
Donc c'est tout à fait autorisé. Après, moi, je me demandais en t'écoutant, est-ce que c'est un des premiers romans de Salman Rushdie ou pas du tout? Ça, il faudrait que je regarde. Parce que Je ne dans la pense manière pas. dont tu as d'en parler, c'est un peu comme si c'était pas complètement abouti, le fait qu'il y ait trop de personnages ou voilà, c'est comme si c'était pas complètement abouti et justement une volonté peut-être de trop bien faire comme on pourrait avoir avec un premier ou un de ses premiers romans. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après la ligne du temps, ce serait le deuxième. En tout cas son deuxième roman. Mais il Et a, tu en as lu d'autres de lui? non, j'avais prévu de lire un livre, Patrie imaginaire, c'est le terme en Mhm. français. Je l'avais commencé. C'est aussi une belle brique. Et en fait, c'est une collection d'articles et d'opinions qu'il a publiés au fil des années dans différents journaux. Et évidemment, il y a aussi les versets sataniques qui a une vie bien au-delà de l'auteur, du pays et de l'histoire, qui a eu un impact assez important. Donc, c'est un livre qui reste aussi sur une pile de livres à lire qui n'arrête pas de grandir aussi. Mais je compterais bien lire ces deux-là aussi dans un futur proche. Et donc, Ok. oui, donc je ne l'ai pas terminé. Si je devais lui donner un score, j'imagine que ce serait aux alentours d'1,5 étoile sur 5, plutôt sévère. Oui, c'est difficile de donner mieux à un livre qu'on abandonne. Évidemment. Donc moi je dirais que ce livre c'était un petit peu une sorte de voyage au bout de l'ennui et donc c'est facile de faire une transition là-dessus sur un livre de Louis-Ferdinand Céline, Le voyage au bout de la nuit, un roman qui date, je pense qu'il a été écrit en fait en Vous avez- 1932. Ferdinand Céline, il a obtenu le prix Renaudot pour ce livre-là et il a raté le Goncourt de quelques voix. Par la suite, c'est une œuvre qui est devenue une sorte de classique quand même du XXe siècle. C'est un roman qui est très spécial parce qu'il casse beaucoup de codes, donc notamment l'approche littéraire. Donc on va se dire qu'on peut tout tenter en littérature, donc il y a un usage d'argot très important, des phrases qui se terminent ou qui ont une sorte de ponctuation assez spéciale. Donc c'est un style aussi de langue, donc parler de l'argot. Par la suite, a bien influencé d'autres auteurs. Pour un peu remettre dans le contexte, c'est une histoire qui a lieu pendant la Première Guerre mondiale, avec le personnage principal qui commence à se rendre compte petit à petit de l'absurdité du monde. Donc il va qualifier la guerre comme étant une sorte d'abattoir international en folie et il va être très fier de résister à sa manière en étant lâche. Il est très hostile à toute forme d'héroïsme, que ce soit par exemple lié à la guerre ou à la violence de manière générale. On va voir en fait dans ce livre par la suite qu'il y aura plusieurs thèmes. Donc il y a une partie anti-patriotique, anti-nationaliste, il y a aussi une page anticolonialiste, il y a des tendances anticapitalistes et anarchistes. Donc c'est vraiment le livre de tous les anti, avec une réflexion nihiliste par moment, où on voit que rien n'a d'importance pour l'auteur dans cette histoire ou pour le personnage principal. Et alors, juste pour faire une petite transition, parce que c'est un livre dont tu m'as déjà parlé par le passé, il y a le film La Grande Bellezza, tu connais assez Oui, bien. très très bien, ouais. Et j'ai lu que Sorrentino s'était inspiré de Céline là-dessus, en disant que voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire, voilà sa force. Il va de la vie à la mort, hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. Et donc il le voit comme c'est un roman et rien qu'une histoire fictive. Je ne connais pas le film en soi, je ne sais pas il y a une sorte d'inspiration là-dessus, une certaine lâcheté ou... Oh, je connais très bien le film parce que c'est vraiment un film que j'avais adoré, moi. Donc, je ne... ouais, c'est très différent parce que c'est plutôt un film sur la frivolité et la décadence de Rome, finalement. Donc, c'est ça qui est. Ouais. Donc, ouais, non, faudrait que je réfléchisse pour bien relier les deux, en fait. Mais pour revenir au livre plutôt, moi je voudrais rajouter quelque chose sur le style qui est effectivement très particulier et surtout dans les premières pages, parce que quand on y est confronté. Parce qu'en fait, quand tu regardes, il y a quand même plusieurs registres de langage qui alternent, parce qu'il y a des moments où effectivement on- il fait ressortir effectivement ce côté argotique, langage oral finalement, mais écrit. Euh, et puis à d'autres moments, pas du tout. Par exemple, il y a du subjonctif imparfait qui est utilisé. Donc ça reste un style très travaillé. On n'est pas du tout dans j'écris simplement comme je parle. Comme pour avoir cette tendance-là, parfois aujourd'hui, de dire ah oui, bah, je fais pas attention au style, j'écris entre guillemets n'importe comment. Là, ça reste très travaillé et c'est ça qui fait que pour moi, ça reste plaisant à lire de ce côté-là. Et pour l'époque, c'était très choquant. C'est marrant de se dire quand même qu'on n'est même pas, c'est même pas 100 ans. Et bon, ça ne choquerait plus personne aujourd'hui, hein, quelque chose comme ça. Et alors, le deuxième élément, je trouve, qui était pour moi intéressant aussi, c'est effectivement tout ce côté, ce thème de la lâcheté
Et en particulier à une époque où la patrie, c'est quelque chose de très important, puisqu'on sort d'une guerre, dont tout le monde ne sait pas encore, mais il y en a une deuxième finalement qui se prépare. Comment peut-on accepter ça, quelqu'un qui préfère finalement sauver sa peau et penser à lui que penser à son pays? C'est des choses qu'on comprendrait beaucoup plus aujourd'hui, je pense. Je dirais que c'est peut-être quelque chose qu'on comprendrait bien en Belgique, où il n'y a peut-être pas un sentiment d'appartenance si fort que dans d'autres nations historiques. Je crois que ça dépend beaucoup aussi des nations. Le sentiment patriotique ne se limite pas simplement à supporter l'équipe de football, par exemple. Enfin, on le voit par exemple en Ukraine, où beaucoup n'ont pas hésité à revenir au pays pour se battre. Je ne sais pas si ce serait le cas en Belgique. Oui, ou en tout cas, le côté pacifiste et antimilitariste est sans doute beaucoup plus accepté aujourd'hui qu'à l'époque, quoi. Oui, c'est vrai ça. Et qu'est-ce que tu en as pensé, en fait? Alors, je l'ai lu il y a quand même un moment. J'avais plutôt bien apprécié le livre. Je ne sais plus combien je l'avais donné comme note. Je dirais peut-être 3 sur 5. Je crois que ça m'avait bien plu. Par moments, c'est vrai que il y a peut-être une certaine fatigue qui s'installe avec un style qui était peut-être pas toujours facile, peut-être des références aussi historiques ou en argot, peut-être pas toujours accessible. C'est simplement une faiblesse de ma part. Je pense que par la suite, là maintenant, vu qu'on en parle, que dans certains aspects, il me rappelle un petit peu Jean Telet. Enfin, du moins, j'avais lu Charlie Ah, Neuf, où il y avait, je dirais pas que c'était de l'argot, mais peut-être un certain style par moments un peu vulgaire, il a peut-être emprunté à Céline. ouais, ça reste différent quand même, hein, je trouve. C'est pas exactement la même chose, hein. Ouais, moi, j'étais assez enthousiaste au début et beaucoup moins par la suite. Je trouve que c'est beaucoup trop long, moi. Surtout je trouve que le Bardami finit par se perdre un peu dans tous ses voyages. Après un certain moment, je vois plus trop où il va en venir. Autant toute la première partie, là, complètement. Voilà, je trouve vraiment que c'est beaucoup trop long, en fait. Voilà, du coup, ça perd en puissance, en fait. C'est un peu le reproche que j'aurais à faire, moi. Donc moi, je mettrais plus peut-être 3 étoiles sur 5. Mais voilà, parce que je pense qu'en fait aussi, à mon avis, à l'époque, pour toutes les nouveautés qu'on vient d'évoquer, finalement, pour l'époque, ça devait être quand même quelque chose d'assez... ça devait être un événement et beaucoup plus important. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que ça perd un peu de sa puissance aussi. Enfin bon, voilà. Oui, puis enfin lui-même en tant qu'écrivain, il a eu après plus des écrits ou des propos plutôt racistes, Antisémite, oui, antisémites, bien sûr, oui, ça, qui ont effectivement. terni son image aussi. Oui, mais ouais, enfin, même au-delà de ça, oui, parce que d'ailleurs, il y avait eu une polémique encore il n'y a pas si longtemps que ça, puisque Gallimard envisageait de publier les pamphlets antisémites de Céline, un petit documentaire, hein, bien sûr. Non, oui, c'est quelque chose qui est indissociable de lui. Maintenant, moi, je ne pensais pas du tout à ça en le lisant. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent pour lire Voyage au bout de la nuit. Et puis après, la question reste, est-ce qu'on peut séparer l'auteur de l'œuvre ou pas? Ouais, enfin, moi, j'ai pas trop envie d'en rentrer dans ce genre de débat parce qu'on en parle beaucoup trop. On en parle beaucoup trop. Je sais plus encore à quel sujet on doit parler récemment, mais bah oui, avec par exemple Yann Fabre ou des artistes comme ça qui ont eu à minima des comportements déplacés envers des femmes ou même des hommes plus jeunes qu'eux, sur qui en tout cas ils avaient du pouvoir. Donc on en parle et enfin voilà, je suis pas sûr d'apporter encore beaucoup d'éléments intéressants au débat. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je reste convaincu qu'on peut simplement se concentrer sur l'œuvre. Je m'arrête là. Si Ouais, l'œuvre est de qualité, ouais. je Et, l'accepte. et bon là, c'est de toute façon, comme tu l'as dit, devenu un classique. Ça a marqué la littérature et ça a étudié de toute façon, hein. Moi, j'avais lu Je trouve que c'est une lecture c'est intéressant que je lis ça il y a quelques mois maintenant, parce que quand je l'avais découvert, c'était à l'école, donc c'était en humanité, et bon, on a des extraits forcément, on donnait pas tout, tout le livre à lire. J'avais détesté, vraiment détesté le style, quoi. Je me suis dit, oh, jamais, c'est pas pour moi. Et puis, il y a quelques années, je m'étais dit, oh, je vais le mettre sur une pile quand même, parce que je vais y revenir, et donc voilà. Preuve qu'il y a des choses qui doivent être lues, peut-être qu'on doit avoir un certain âge peut-être pour les lire, ou en tout cas qu'il ne faut pas rejeter définitivement un livre qui aurait pu nous tomber des mains à une certaine époque. Oui, c'est vrai. Donc tu l'as lu récemment, toi? Oui, il y a quelques mois, c'est vraiment, enfin, il y a Ah, peut-être d'accord. 2-3 mois en fait. Ouais, Ah, je ok. trouve. Et alors, bon, j'évoquais comme ça, sans y penser, d'artistes qui avaient comme ça une emprise sur des femmes ou qu'on accusait voilà, de comportements déplacés. Alors, si on va un peu plus loin, moi je pensais à un film justement où il est question d'un féminicide, donc c'est même un cran plus loin. Là, c'est pire qu'un comportement déplacé, on va dire. Et cette année, en fait, il y a un film qui est sorti qui a eu bonne presse, une bonne critique. Mais je pense qu'il a eu quand même son petit succès aussi en France, qui est La Nuit du 12 du réalisateur Dominique Moll, et dans lequel on retrouve notre Bouli Lanners, qui a le deuxième rôle, on va dire, principal. Et puis dans le premier rôle, c'est
l'acteur, ben moi je ne connaissais pas du tout même, Bastien Bouillon. Alors qu'est-ce que ça raconte? En fait, dès le début, c'est ça qui est, je veux dire, je ne révèle pas grand-chose en disant cela. On a comme ça un message au tout début du film qui est, en France, 20% des crimes ne sont pas résolus. Et ce film va raconter l'histoire d'un d'entre eux. Donc on sait dès le départ en fait que il y aura pas de coupable à la fin. Pourtant, il y a une femme qui est morte la nuit du 12 octobre, justement. Dès le début, donc, on est devant ce fait accompli. Donc, le vrai challenge, finalement, c'est comment est-ce qu'on va créer du suspense dans le film, comment est-ce qu'on va tenir les gens en haleine, malgré ce résultat, cette absence de résultat, finalement. Et là, c'est assez bien réussi parce qu'en fait, de certaine manière, on y croit, hein, parce que le policier et son équipe, en fait, recherchent finalement cette femme, j'ai oublié de préciser, qui a même été brûlée vive, hein. Donc c'est même pas ça reste encore plus violent finalement comme mort. Et donc évidemment on essaie de retrouver des gens qui l'ont un peu côtoyé, etc. Donc l'enquête progresse et semble vraiment progresser. Il y a plusieurs suspects. Et finalement il n'y a aucun d'entre eux qui se détache vraiment. Certains ont un alibi très faible, d'autres pas trop. L'absence d'indices décisifs ne permet pas de confondre l'un d'entre eux. Le film ne donne pas non plus de tentative de diriger plus le faisceau de preuves vers l'un d'entre eux non plus. Donc ça vaut vraiment pour le coup de voir pour la progression de l'enquête. Et alors ce qui est vraiment très très marquant aussi, c'est que c'est un film d'hommes. Parce que la police là-bas, donc ça se passe, je ne sais plus si c'est en Savoie ou quelque chose comme ça, mais en tout cas plutôt montagneux ou pré-montagne en tout cas en France. C'est à Grenoble, voilà, c'est à Grenoble, pardon. C'est une équipe d'hommes en fait, comme beaucoup dans la police, et c'est donc des hommes qui doivent s'occuper du meurtre d'une femme, ce qui peut sembler aussi finalement un peu paradoxal, parce que comment est-ce qu'on s'occupe d'un féminicide? Il y a aussi des préjugés qui circulent hein, chez eux. Ah mais si on découvre que cette fille-là en fait aimait bien avoir des relations avec des hommes, voilà. Mais tout de suite, alors, on va considérer, mais est-ce qu'elle ne cherchait pas finalement l'agression dont elle a été victime Voilà, donc on a ces préjugés qui sont aussi valables, mais pour le coup, l'homme qui dirige l'enquête, hein, le personnage interprété par Bastien Bouillon, n'est pas du tout macho ou n'a absolument aucun préjugé, mais donc doit recadrer parfois certains membres de son équipe. Et alors donc c'est une enquête qui va beaucoup le marquer, et ce qu'on voit aussi, c'est comment ça le marque personnellement de ne pas pouvoir résoudre l'enquête. C'est un film vraiment formidable, hein. Moi j'ai vraiment adoré. C'est parce que précisément, justement, on arrive à créer ce suspense. Ça permet de traiter quand même des thèmes fameusement d'actualité aujourd'hui, hein, et sans, pour moi, enfoncer des portes ouvertes, quoi. C'est traité de manière assez subtile. Les hommes arrivent à s'en occuper, mais même s'il est vrai que vers la fin, en fait, on verra que l'équipe va se renouveler. Et finalement, il y a une femme qui va arriver. Et donc, c'est sans doute aussi une bonne chose que de voir qu'une équipe ne soit pas, qu'il n'y ait pas uniquement que des hommes dans cette équipe-là. Mais donc, c'est traité assez bien, de manière assez intéressante. Bouilly Lanière, c'est toujours impeccable, hein, ça, il faut bien le dire. J'ai vu dans d'autres films cette année. Voilà. Et alors, le Bastien Bouillon, je ne connaissais pas du tout comme acteur. Au début, j'avais un peu peur parce que je crois qu'il était un peu monocorde, sans beaucoup de charisme. En fait, c'est son personnage qui veut ça. Donc, c'est plutôt quelqu'un d'introverti qui n'exprime pas ses émotions. Et donc, il doit finalement se contenir beaucoup. Et je trouve que l'acteur Bastien Bouillon réussit vraiment bien à marquer ce côté contenu du personnage. Parce que c'est pas si simple à jouer, je pense, hein. C'est plus facile allez, on a un personnage qui est colérique, il doit exprimer la colère. C'est plus facile que de dire, ok, mais non, tu ne veux pas exprimer ça, tu dois exprimer la colère rentrée. Moi, je trouve qu'en termes de performance d'acteur, c'est plus difficile et c'est à saluer. D'accord. Lui, il joue donc le chef police Oui, ou je sais pas si l'équipe d'enquête. oui, je sais pas si le commissaire, je sais plus c'est quoi son titre, mais en tout cas, c'est lui qui dirige l'enquête, effectivement. Et étant donné que tu racontais ça, et ça m'a fait penser à une chanson douce de Leila Slimani, où on commence aussi une œuvre par la fin et on essaye après de. C'est donc un crime, Oui. un infanticide, enfin un double infanticide. On essaie de tenir le lecteur en haleine. Moi, je trouvais que ça avait été plutôt réussi. D'ailleurs, elle avait reçu le prix Goncourt, si je ne me trompe pas, Oui, il y a quelques tout à années. fait. Et d'ailleurs, j'ai acheté récemment un nouveau livre, c'est Le Pays des autres. Je ne sais pas si tu l'as lu. Moi non, mais mon frère, oui. En tout cas, il l'a acheté, mais moi, j'ai pas encore lu Leila Slimani, mais le Chanson douce, c'est dans une des piles qui est devant moi, en fait, pour rien te cacher. Et Le Pays des autres, le deuxième tome est sorti, parce que je pense que c'est une trilogie il y a quelques mois, il me semble. D'accord, ok. Ce sera pour le sujet d'un prochain podcast, donc. Et puis alors, je peux faire une transition avec un livre de Kurt Vonnegut, qui est un auteur américain du siècle passé, qui a aussi bien influencé la littérature américaine. Avec le livre ici dont je vais parler, c'est Mother Night. Mother Night de Kurt Vonnegut, ça a été publié dans les années 60. Et là, on suit l'histoire d'un Américain
Howard Campbell, qui vit en Allemagne depuis son enfance, plus ou moins depuis ses 10 ans. Petit à petit, donc, il grandit, puis il va devenir scénariste. Et étant donné que c'est dans l'entre-deux-guerres, il va rejoindre l'appareil de propagande nazie. Et dans ce récit, qui est en fait basé sur les mémoires de Campbell, que Campbell a écrit du fin fond de sa cellule de prison, parce qu'il a été arrêté, en fait il s'est même rendu, il est en Israël et il attend son jugement pour crime de guerre. Donc c'est une œuvre assez spéciale parce que c'est une œuvre de métafiction, c'est-à-dire une œuvre dans l'œuvre, et plus concrètement, on voit que Vonnegut va casser le quatrième mur, comme on l'a déjà vu dans certaines séries. Ici, on le voit dans le livre, et ça commence par une note de l'éditeur en début de livre, qui va nous indiquer que le texte de Campbell, le roman donc en soi, c'est en fait un manuscrit que Vonnegut vient de recevoir et qu'il va éditer pour le public. Donc Vonnegut, simplement, nous prend par la main, nous indique un petit peu... il a certaines réflexions dans le roman. Il se pose des questions sur la véracité de certains passages du journal de Campbell. S'il y a quelques exagérations, il commence à essayer de pondérer un petit peu ses propos. Et donc, au fil de ses mémoires, on découvre que Campbell, qui en fait au départ était censé être un agent double pour les États-Unis et pour l'Allemagne, on va le suivre à travers ses activités de propagande, son histoire d'amour, ses déceptions, sa fuite en Amérique et puis son emprisonnement. Un petit peu plus tard, il y aura aussi une adaptation au cinéma de ce livre. C'est un film qui est sorti en 96 avec notamment Nick Nolte et Kirsten Dunst, mais aussi John Goodman. Donc, certains de ces acteurs, je les ai plutôt reconnus en voyant leurs photos. Je ne connaissais pas forcément leur nom à tous. Kurt Vonnegut fera même un caméo dans le film. Donc, on le voit comme homme dans la rue, plutôt triste. Malheureusement, on reste assez loin d'un succès commercial ou critique pour ce livre. J'ai regardé la note sur Rotten Tomatoes, le site qui agrège tous les résultats. C'est un film qui a plus ou moins 60-70%, mais ça reste un livre qui m'a bien plu, donc ça je pourrais le recommander. Un bon souvenir, je dirais peut-être 4 étoiles sur 5. Plutôt sympa, et Vonnegut qui est peut-être pas l'auteur le plus populaire de ces jours-ci, mais que je recommande. Non, mais je dois avouer que je ne connais pas en fait. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment une découverte. Je regarde du coup comment en français ça a été traduit sous le nom Nuit mère, donc c'est assez logique parce que je regardais un peu la liste de ce qu'il a publié, s'il y avait, mais bon, je ne connais pas du tout. Il y a un autre livre où il est en fait à Dresde pendant le bombardement. Je ne me souviens plus de la véracité de l'histoire, si c'était en partie autobiographique ou non. C'était aussi une œuvre assez intéressante que je peux recommander. Ça me fait penser que moi j'ai pas donné ma note pour le film précédent. C'était plutôt positif. C'était plutôt positif, donc j'aurais Ouais. mis 4. 4. 4 étoiles. Ouais. D'accord. Et ben, puisque tu parlais d'un auteur américain, moi je propose de parler d'un autre auteur américain que tu as incidemment cité tout à l'heure, oserais-je dire incidemment, puisque, bon, enfin n'est pas coutume, on va un peu parler de John Irving, qui a publié le livre Dernière nuit à Twisted River. Donc ça c'était, en français c'était en 2009 aux États-Unis et 2010 ou 2011 pour la traduction. Et pour moi c'est un peu particulier parce que c'est le premier livre de John Irving que j'ai lu, donc c'est vraiment celui-là par lequel je suis entré, qu'on m'avait offert d'ailleurs à l'époque, donc c'était vraiment une grande découverte. Et bien ça m'a suffisamment marqué pour que je continue avec les autres, bien entendu. Alors, le début est un peu particulier parce que donc, on se retrouve en fait dans un milieu assez difficile qui est, en fait, on est en Nouvelle-Angleterre, il y a quelque chose comme 50 ans, 60 ans, dans un milieu des bûcherons en fait. Et on retrouve donc au centre du livre en fait un cuistot et son fils. Et donc le cuistot en question, il est là vraiment que pour faire la cuisine pour toute cette communauté finalement de bûcherons. Il y en a quand même allez, quelques dizaines de pages où ça se passe, voilà, un peu les relations entre tout le monde. Donc un milieu assez dur finalement, où il fait froid l'hiver. Et il faut passer outre en fait, hein. Vraiment, il faut... je me rappelle vraiment avoir eu du mal au début. Mais bon, comme tout à l'heure on parlait du fait d'abandonner un livre, moi quand on m'a offert quelque chose, j'ai un peu de mal à abandonner parce que c'est offert de bon cœur, donc il faut poursuivre. Et de fait, il fallait vraiment poursuivre parce qu'on retrouve là finalement le John Irving, quand on le connaît bien, on retrouve un peu tout ce qu'il aime faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne va pas rester dans ce milieu-là? Parce qu'en fait, il va se passer un événement, pas dire traumatisant, mais en tout cas qui va un peu tout bouleverser. Le jeune Danny, qui est donc le fils du cuistot, va en fait tuer par inadvertance une femme, mais vraiment par inadvertance. Mais pour éviter en fait que le compagnon de cette femme ne vienne en représailles le tuer lui ou le tuer son père, eh bien ils vont fuir tous les deux. Et donc c'est finalement le récit un peu d'une fuite pendant quelques dizaines d'années comme ça. Ils vont notamment se retrouver à Boston. Et tout au long de ces années, le jeune Danny va développer un peu sa vocation d'écrivain. Et il va apprendre au travers des épreuves de la vie, etc., comment écrire.
Et donc, c'est aussi un roman initiatique, ce que John Irving aime beaucoup faire. Donc, comment en fait le tout à fait enfant, on va dire adolescent, ben, va grandir, d'une certaine manière avoir son éducation sexuelle aussi, faite par, comme souvent chez John Irving, par des femmes plus âgées, voire largement plus âgées que lui. Donc, on retrouve, c'est ça qui m'avait marqué, c'est vraiment ce côté roman d'initiation. Je trouve que, je l'ai déjà dit, hein, donc je me répète, mais je trouve que dans lequel vraiment les Américains excellent et qu'on n'arrive pas à faire ailleurs. En tout cas, je ne trouve pas ailleurs d'autres pays où des écrivains le font aussi bien. Et je me rappelle aussi d'une scène qui était un peu marquante. Comment est-ce que ce jeune homme finalement devient écrivain? Eh ben, en fait, à un moment, il assiste à une scène. John Irving écrit qu'en fait, ce jeune écrivain en devenir se voit un peu sortir de la scène en même temps qu'il y participe, et c'est ce qui lui permet de prendre suffisamment de distance pour pouvoir la décrire. Et donc j'ai beaucoup aimé ce côté prise de recul, comme ça, très parlant finalement, et voilà, et donc moi ça reste un de mes préférés finalement de John Irving, avec, comme toujours, voilà, des personnages assez marquants, notamment une personne avec qui ils étaient quand ils étaient encore dans ce milieu des bûcherons, Ketchum, avec qui ils vont finalement garder contact, même s'ils ne se voient plus, en communiquant par téléphone. Personnage très, très rude, mais très attachant aussi. Et voilà. Et donc, moi, je l'ai lu donc, plus ou moins à sa sortie en français. Donc, à mon avis, c'était à peu près en 2011. Donc, j'étais encore assez jeune, mais en tout cas, plus qu'aujourd'hui. Et ce sont les romans d'initiation, je trouve, sont toujours un genre que j'aime beaucoup, en fait. Et voilà, pour moi, dans le genre, c'est vraiment quelque chose un des meilleurs romans qu'on puisse trouver. Donc moi, je mets 5 étoiles ici, vraiment, histoire très, très marquante. Et alors, je voudrais juste terminer avec une citation, et c'est la phrase de fin. Je ne révèle rien, hein, disant ça. De toute façon, c'est là aussi qu'on voit un peu comment John Irving écrit, puisque le jeune Danny, comme lui, finalement, comprend qu'il faut en fait écrire un roman en commençant par écrire la fin pour savoir finalement où on va. Et donc il y a aussi tout ça, toute cette réflexion la difficulté, c'est pas de comment est-ce que je termine le roman finalement, et comment je vais le commencer. C'est quoi, ça va être quoi ma première phrase. Et bref, la dernière phrase ici pour moi qui est vraiment très 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 belle et très marquante. Il avait perdu tant d'êtres chers, mais il savait que les histoires sont des merveilles qu'on ne peut endiguer. Il sentait que la grande aventure de sa vie commençait tout juste, comme son père avait dû le penser lui-même, dans les affres et les circonstances funestes de sa dernière nuit à Twisted River. Et on retrouve justement dans cette phrase, les histoires sont des merveilles. C'est quelque chose que John Irving aime beaucoup aussi, c'est raconter des histoires, avec tout son côté baroque qu'on lui connaît bien. Mais les histoires, c'est ça finalement l'essence même. Et c'est pour moi l'essence de la littérature, l'essence du cinéma aussi, c'est d'abord raconter des histoires. Oui, mais en fait, quand tu en parlais, j'ai fait une petite recherche et il s'avère que je l'ai aussi lu, complètement oublié. Mais quand tu parles de Ketchum, ça c'est un personnage qui m'a aussi marqué, donc je m'en souviens assez bien. Du reste de l'histoire un petit peu moins, mais la partie peut-être qui est aussi un petit peu méta, donc écrire sur l'écriture, la vie d'écrivain. Il a sûrement pu, entre guillemets, déverser beaucoup de son expérience ou de ses pensées là-dedans. Je me souviens d'une bonne partie là-dessus, oui. Et puis, il faut dire, vu qu'on parle de John Irving, tous les podcasts, il faut qu'on soit honnête, on est en fait sponsorisé par lui, donc il nous envoie un chèque tous les mois. Donc merci. Il ne faut pas oublier pour décembre, parce que sinon on parlera d'autre chose. Donc, d'ailleurs, j'espère qu'il nous entend. il vient de publier son dernier en anglais, hein, donc il est sorti aux États-Unis. Et de ce qu'il a dit, c'est si pas son plus gros, un de ses plus gros. Okay. Donc la traduction, au niveau traduction, ça va prendre un peu de temps, mais voilà, je suis déjà sur la balle. Hein. D'accord. Et puis aussi, étant donné que tu nous disais que c'était un livre 5 étoiles, là, je me rends compte qu'il nous manque un jingle aussi, une sorte de un petit son, vu que c'est bingo. Hein, en plus, je donne rarement la note maximale. Hein. Je parle peut-être, évidemment, je préfère parler des choses qui sont chouettes à lire. Je pense que c'est toujours plus agréable pour ceux qui nous écoutent, et de faire découvrir quelque chose que de détruire, entre guillemets, ce qu'on n'a pas aimé. Et peut-être qu'on aura le temps de parler d'autres choses, où il y aura peut-être un autre 5 étoiles d'ici la fin, d'ailleurs. Mais je précise tout de suite que normalement, c'est assez rare, hein, je ne donne pas autant. Oui, c'est ça qui m'étonnait aussi. Moi, je vois aussi un petit peu notre discussion comme étant une sorte de service public où on défriche un petit peu, on aide peut-être les auditeurs à faire le tri entre le bon et le mauvais. Donc, détruire un livre, c'est parfois aussi bien assister des lecteurs dans un voyage culturel. Et alors, peut-être pour alors faire une transition sur un autre auteur américain, mais qui est un petit peu plus âgé, en fait, qui est aussi qui est décédé il y a un moment aussi, c'est Francis Scott Fitzgerald. Donc, on le connaît pour Great Gatsby.
Et il y a un autre livre qui est assez connu et célèbre, c'est Tender is the Night. Ça a Tendre est la été- nuit en français, je précise. Oui, j'imagine que ça doit être assez proche. Je ne verrai pas vraiment d'autres traductions en fait. Là, Fitzgerald va nous raconter l'histoire d'une jeune actrice, Rosemary, qui commence à avoir un petit succès. Donc, elle tourne surtout en Europe pour l'instant. Elle a eu quelques films aux États-Unis et elle est assez proche de sa mère. Donc, les deux femmes voyagent en Europe. Elles séjournent sur la Côte d'Azur, donc la Riviera française, après un récent tournage en Italie. Là, elles viennent de s'arrêter dans le sud, profiter du beau temps et des plages. Elles rencontrent un groupe d'anglophones, donc surtout des Américains, quelques Anglais. Et il y a dans ce groupe un docteur psychiatre et sa femme, qui est aussi par la même occasion son ancienne patiente. C'est un couple qui va incarner l'élégance, le calme, le charme, le succès, un petit peu comme on le voit dans Great Gatsby. Ils sont aussi entourés d'êtres qui sont très sophistiqués, intelligents, avec une bonne répartie. Et Rosemary va directement tomber amoureuse de cet homme qui est marié. Ils vont passer du temps ensemble avec ce petit groupe d'amis. Puis, petit à petit, au fil du roman, on voit qu'en fait, le mariage de cet homme va commencer à se détricoter petit à petit. Ce docteur perd également son charme, cette vitalité qu'il avait au fur et à mesure que l'état de sa femme s'améliore. Un thème assez spécial où on voit que dans un couple, quand la personne qui était aux petits soins voit que l'autre commence à bien se rétablir, elle perd un certain intérêt ou elle va perdre son amour. Donc je me rappelle avoir vu un film européen, je pense que c'était même un film hongrois, où un couple se désagrège aussi quand la compagne commence à retrouver la santé. Ce roman, il a une partie autobiographique parce que quand on connaît l'histoire de Fitzgerald, dont sa femme Zelda avait des dépressions nerveuses à répétition, puis qui a été internée, on voit un lien assez direct avec la patiente du livre qui elle-même était en fait internée au départ. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et puis qui, au fil du temps, commençaient à mieux se sentir. Le livre en soi, j'imagine, je dirais qu'il était un petit peu dans la même trame que Great Gatsby, ou peut-être que le film a laissé une meilleure marque dans l'esprit de beaucoup. Je pense qu'on pourrait faire une belle comparaison ici aussi. C'est peut-être un livre un petit peu trop fade par moment, qui manque peut-être un peu d'action, ou une action qui n'est pas très bien transmise à travers les pages. Par contre, c'est une action qu'on voit assez bien dans Great Gatsby avec plusieurs scènes, entre guillemets, des courses en voiture, de grandes fêtes qui transparaît un peu mieux à l'écran qu'à l'écrit. Ça, c'était Tender is the Night de Francis Scott Fitzgerald. Bien, bien. Et quelle est la note alors? Entre 2 et 3, rien d'exceptionnel. Le problème, c'est que je n'en ferai pas la recommandation. Il faudrait voir, je serais curieux de voir si peut-être qu'un film est sorti sur le sujet. Curieux de voir quel est un petit peu le contenu et le rythme ou l'atmosphère. C'était peut-être une déception, pour être honnête. Écoute, je vois qu'il y a un film qui est sorti vraiment en 1962 D'accord. par Henry King. Je ne connais pas. Non, Je je vois les pense acteurs, je ne connais pas non plus. pas fait trop de vagues par après. Écoute, moi je propose de rester dans le sud de la France en fait. Et moi j'ai même revu récemment le film 21 nuits avec Patty. C'est un film qui est sorti en 2015 des frères Larieux, donc Arnaud et Jean-Marie Larieux, avec Karine Viard, Isabelle Carré et André Dussolier. Alors on retrouve en fait donc Caroline qui est une femme qui est interprétée par Isabelle Carré, qui est parisienne en tout cas et qui débarque un peu comme ça dans un village du sud de la France. Pourquoi? Parce qu'en fait sa mère est morte et elle n'avait pas vraiment de relation. Enfin, on ne sait pas très bien pourquoi, si elle s'était disputée ou quelque chose, mais en tout cas voilà. Elle ne peut pas dire qu'elle soit très marquée par la mort de sa mère, c'est simplement elle vient pour les formalités, pour l'enterrement, les formalités administratives, on va dire, et puis repartir. Et donc sa mère possédait comme ça une maison dans le sud de la France. Et alors elle va faire la rencontre en fait de Patty, qui est interprétée par Karine Viard, qui est un peu femme de ménage hein, et qui fait un peu l'intendance, on va dire, de la maison, entre autres choses, hein, et qui s'occupait en tout cas de sa mère et avec qui visiblement elle s'entendait très très bien. Et Patty est un peu quelqu'un à l'opposé de Caroline, puisque autant Caroline est quelqu'un d'introverti, timide, prude même, autant elle, Patty, elle ne rechigne pas à raconter toutes ses aventures sexuelles avec tous les hommes du coin, puisque pour dire un peu les choses clairement, elle aime le sexe et elle ne se prive pas de le raconter. Donc ça c'est un peu choquant pour Caroline. Donc ça c'est le premier aspect bizarre. Alors, pas le seul élément étrange, puisque là, on est donc au mois d'août, il y a des fêtes de village qui se préparent, et pouf, tout d'un coup, le corps de la mère
disparaît. Donc elle devait être enterrée, mais le corps disparaît. On ne sait pas où il est. Il n'était pas encore à la morgue ni rien du tout. Enfin, pas à la morgue, mais elle est morte de manière naturelle. Donc on l'a simplement à la maison. Il n'y avait même pas encore de cercueil. Donc je dirais, elle était simplement restée dans son lit. Rien du tout, hop, elle disparaît. Puis il y a un autre personnage un peu étrange qui arrive aussi, qui est interprété par André Dussolier et qui est écrivain, visiblement. Et en fait, Caroline le imagine qu'il s'agit de Jean-Marie Gustave Leclésio. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la maison justement de la mère, il y avait une chambre qu'elle appelait la chambre de l'écrivain, dans laquelle on retrouve toute la bibliothèque, enfin selon tous les titres de Jean-Marie Gustave Leclésio. Et voilà. Et puis donc voilà, les gens sont parfois un peu étranges. Et voilà, je vais m'arrêter là en tout cas pour le pitch. Alors c'était une histoire un peu étrange. Hein, c'est ça qui je trouvais assez plaisant dans le film. Donc c'est l'été, il fait chaud, et d'un autre côté, il se passe comme ça ces choses étranges qui donnent voilà un côté particulier à l'été. On retrouve en fait Karine Viard dans un genre de rôle qu'elle affectionne un peu. Donc elle a un peu l'habitude de jouer ce genre de femme très libérée, on va dire. Je trouve qu'elle arrive à faire ça quand même assez bien, parce que sans être... on pourrait très vite être vulgaire, hein, évidemment, là-dedans, et je trouve ça, elle arrive à éviter ça, justement, donc ça, c'est assez bien. La relation, du coup, qu'elle crée avec Caroline est assez chouette aussi. Isabelle Garré, voilà, est dans un rôle aussi habituel, finalement, pour elle, hein, une jeune femme, enfin, pas jeune femme, mais une femme timide, en tout cas, parfois même timorée. Voilà, donc c'est un film assez plaisant, qui n'est pas parler de grands films, en tout cas assez plaisants, et pour lequel donc je donnerais 3 étoiles. D'accord. Et tu qualifierais ce film plutôt comme étant un film mystique avec un certain mystère ou Je regardais un peu, c'est policier avec classifié la disparition? comme comédie. Je regarde. Ouais, c'est plus une comédie hein, en fait. Ça n'est pas du très très grand mystère, puisque tout finit par être expliqué de manière assez, voilà, logique, rationnelle en tout cas. Hein. Donc, c'est assez. À regarder l'été, c'est un film assez plaisant. Alors on peut faire une autre transition vers un livre de René Barjavel qui est sorti en 68. Le titre c'est La Nuit des Temps. C'est un roman en fait pour dire de science-fiction qui commence en Antarctique, le continent grouille d'activité. Il y a notamment aussi une présence française et lors d'une des expéditions, les scientifiques français vont commencer à recevoir l'émission d'un signal qui est plutôt inattendu venant de cet endroit. C'est assez loin des autres bases et ce signal, il s'avère qu'il provient des profondeurs bien au-delà de la couche glaciaire. Donc la nouvelle va s'ébruiter assez rapidement et toute la communauté internationale se réunit pour faire équipe et découvrir le fin mot de l'histoire. De quoi s'agit-il? Après plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines de travail pour casser cette glace, pour déblayer tout cela. Après plusieurs tentatives pour aussi ouvrir ce qu'ils vont trouver, donc ils tombent en fait assez rapidement sur une capsule d'or où ils vont trouver un couple à l'intérieur qui est maintenu en bonne forme, étant donné je crois qu'il flotte dans une sorte de liquide, je ne me souviens plus trop exactement de quoi il s'agit, avec leur tête couverte de casque d'or, couvrant entièrement le visage. Donc c'est scientifique, donc, la nouvelle va faire beaucoup de bruit. Tous les médias vont venir s'intéresser à cette histoire. Les scientifiques vont donc décider de réveiller la jeune femme en premier. Par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'un des médecins qui est sur place va tomber éperdument amoureux de cette jeune femme et son histoire et les pensées de cette jeune femme vont être retransmises dans les médias via un appareil qui nous est un petit peu décrit dans le livre. On apprend donc qu'en fait, cette jeune femme a plus d'1 million d'années parce qu'il y a eu donc une sorte de... On apprend que son monde a disparu, qu'elle et son compagnon ont été épargnés, sauvés et mis à l'écart dans cette capsule. Et puis que la vie a pris son cours, que toute trace de leur monde a complètement quitté la surface de la Terre. Par la suite, on a donc notre génération qui tombe sur cette capsule. Le roman va donc faire l'aller-retour entre notre époque et celle de la jeune femme. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup à compter. C'est une œuvre qui apparemment est assez majeure dont on parle de science-fiction française. Je me souviens l'avoir lu il y a sûrement plus de 10 ans. Moi, il m'avait laissé plutôt un bon souvenir. Je n'ai jamais vraiment lu de science-fiction. J'avais trouvé les thèmes, l'histoire, tout était assez original. Mais on en parlait offline juste avant. Toi, ça t'a moyennement marqué. Ça t'a marqué, mais tu n'as pas été très convaincu Non, par mais l'œuvre. moi, en fait, moi, le problème, je trouve, c'est que ça a beaucoup vieilli, en fait. Déjà, à l'époque, quand je l'avais lu, peut-être un peu le problème de la science-fiction, quand ça décrit de la science-fiction, c'est que peut-être que ça vieillit mal. Tu sais, ces histoires de capsules, on réveille quelqu'un, tout ça, je trouve ça fort daté, en fait. Donc,
beaucoup de mal en fait à entrer dedans de ce fait-là. Plus tard, on m'avait dit que si je ne l'ai pas fait, je dois l'avouer, si j'avais dû lire du Barjavel, il y avait d'autres choses qui, quand je regarde, l'Enchanteur apparemment qui est paru beaucoup plus tard était mieux, m'a-t-on D'accord. dit. Voilà, je n'ai pas tenté le coup. Non, non. Et il y a aussi le Grand Complot. Je ne sais pas si ça te parle. Non, ça je ne connais pas. Oui, les prémices, si je me souviens, c'est il y aurait une raison bien définie pour expliquer la plupart des guerres, l'assassinat de Kennedy, plein d'autres choses, qu'il y aurait un grand complot, mais je ne l'ai pas lu. Ça pourrait être tentant, moi, c'est peut-être un titre ou un thème un peu trop accrocheur, ça pourrait être intéressant aussi à lire peut-être l'été, entre deux lectures plus sérieuses. Donc oui, donc ça c'était pour La Nuit des Temps, René de Barjavel. J'allais te proposer de rester en France, peut-être encore, parler d'un autre livre très très différent pour le coup, qui est La Porte des Enfers de Laurent Godet. Ah, tu n'as peut-être pas dit ta note. Bah, à l'époque, je lui aurais bien donné 4. Il faudrait voir maintenant si je devais le relire. Je vais en fait vite vérifier combien j'avais donné. En fait, j'avais donné que 3 étoiles. Donc, Ok, j'en ai peut-être un meilleur souvenir que dans les faits. très bien. Donc, comme je disais, on va rester en France avec un roman de Laurent Godet qui s'appelle La Porte des Enfers. Alors, il n'y a pas de mot nuit dans le titre, mais pourquoi je trouve que ça pouvait quand même bien entrer dans le thème du jour, c'est qu'en fait, il y a une partie qui se passe pendant la nuit, tout simplement. Parce que le roman commence par en fait, un chauffeur de taxi à Naples qui erre la nuit. En fait, il fait des voyages comme ça sans spécialement prendre. Enfin, oui, bien sûr, il peut conduire des gens, mais forcément, il y a assez peu de demandes la nuit. Et en fait, il est comme ça depuis qu'il a perdu son jeune garçon et un peu désespéré. Il ne sait plus trop quoi. Enfin, sa vie n'a plus trop de sens. Et puis un jour, il se retrouve dans un bar à Interlope. Voilà, on lui dit, ah ben en fait, il existe notamment, il y en a plusieurs dans le monde, mais notamment à Naples, il y a une porte des enfers et ben, vous pourriez aller revoir votre fils là-bas. Un peu finalement comme Orphée et Eurydice, hein. Donc il peut aller comme ça aux enfers, retourner voir son fils et ben, c'est ce qu'il va finir par faire, hein. Donc il va effectivement aller comme ça trouver cette porte des enfers et y accéder. Alors les enfers dans ce livre, c'est pas Satan et le feu et tout qui brûle, c'est pas non plus les enfers tels qu'on les connaît, même s'il y a des influences mythologiques, mais c'est pas non plus complètement cet enfer la mythologie, c'est pas l'enfer chrétien, c'est pas, voilà, c'est presque l'enfer de Laurent Godet, hein, qui crée comme ça, même s'il y a des influences. Bah oui, donc il va finir par retrouver son fils notamment là-bas. Alors moi, j'avais vraiment envie de parler de ce livre. Moi, j'aime beaucoup hein, Laurent Godet, un de mes auteurs fétiches aussi. J'en ai pas encore parlé dans les podcasts, hein, je pense. Enfin, ou peut-être que je me trompe, mais Pas tant que ça, non. On en ouais, a voilà. parlé Mais, peut-être une fois, mais oui. pour moi, dans les Français, c'est un des auteurs vraiment majeurs, les Français contemporains en tout cas. Et si c'est peut-être pour moi son meilleur, ou en tout cas un des meilleurs, il y a une scène vraiment magnifique, hein, moi, dont je me souviens toujours et dont je parle toujours quand je dois évoquer ce livre, c'est qu'à un moment, en fait, toutes les âmes comme ça des morts se retrouvent dans une espèce de cercle et s'approchent tous d'un centre, comme une espèce de précipice où elles finissent par disparaître, on ne sait pas trop où. Et donc elles avancent comme ça inexorablement, mais pas toutes à la même vitesse. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines âmes comme ça qui, à certains moments, s'arrêtent d'avancer ou s'illuminent, prennent vraiment beaucoup de lumière. Et ça se passe en fait à chaque fois qu'un des vivants pense à elle. J'ai trouvé l'image absolument magnifique. Alors bon, pour le père, ça va un peu le réconforter, on va dire, hein. Donc cette expérience aux enfers ne sera pas inutile. Et voilà, donc il aura l'occasion de voir ça notamment et de repérer finalement son fils là-bas. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure et que je reprécise que c'est rare, je remets de nouveau 5 étoiles pour ce livre. Et voilà, donc le jingle vient de passer. Là, je regardais aussi pour ma note, je vois que oui, je ne sais plus quand je l'ai lu, mais j'avais aussi donné 4 étoiles, donc plutôt bon aussi. Et par contre, je viens de me rendre compte, je regardais sa fiche quand tu nous expliquais tout ça, on a raté un bon titre. C'est La Dernière Nuit du Monde, qui est une pièce de théâtre qu'il a écrite. Ah oui, oui, mais je l'ai. Là. Non, non, on n'a pas du tout manqué. J'en ai parlé dans le podcast de la rétrospective de l'an dernier, Ah d'accord, ah, ok. Bah, donc que on j'avais le vu et qui mentionne. enfin, je pense que c'était à ce moment-là que j'en avais parlé, hein, je réfléchis maintenant, mais oui, 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 avec Fabrice Murgia qui jouait le rôle oui, qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Vraiment très, très, ouais, très grande expérience de théâtre aussi. Et on retrouvait en fait un peu son style, hein, parce que je n'ai pas précisé ici, hein, mais Laurent Godet utilise beaucoup les phrases courtes avec un vocabulaire assez
j'ai envie de dire rêche, en tout cas. Il va utiliser des mots comme écorché, voilà, des termes comme ça, je trouve assez forts, assez parfois imagés aussi. C'est des phrases courtes comme ça, et on retrouvait un peu ce style-là dans la pièce. Je trouvais intéressant. Alors évidemment, quand on écrit une pièce, ce sont des dialogues, hein, c'est pas tout à fait le même travail, mais par ailleurs, il est dramaturge, hein, Laurent Godet, donc il a l'habitude, hein, il a déjà publié beaucoup de pièces d'ailleurs. Et voilà, ouais, donc franchement, je trouve que c'est un auteur majeur. Je suis sûr que j'aurai l'occasion d'en reparler à un moment ou l'autre, hein, parce qu'il écrit de très jolies choses. On pourrait même faire un épisode 100% sur lui. À voir. Je vois que là, récemment, il a quand même écrit quelques livres Et il y en a un qui est sorti, alors justement, on parlait de science-fiction, le dernier est plus de la science-fiction, qui s'appelle Chien 51, qui est sorti ici en septembre, que j'ai acheté, mais donc il est pas très loin. D'accord, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Je vois que les derniers titres ne me disent pas grand-chose. Donc il y a Chien 51, Paris 1000 vies Oui, et Salina aussi. Oui, Salina, très bon, vraiment très D'accord. bon. Je connais les autres, je pense avoir lu la plupart. Et je l'avais rencontré d'ailleurs quand Salina était sorti, j'étais allé à la foire du livre faire dédicacer. Et il est très gentil aussi. Il a l'air très chouette aussi comme ça. Et en fait, quand on l'interroge, on se rend compte aussi que ça a l'air d'être un gars assez sympa. Donc à rencontrer, c'est bien aussi. Peut-être dire un mot rapidement sur Midnight in Paris de Woody Allen, sorti en 2011. Moi, j'ai quelques souvenirs assez marqués. Donc, dans cette histoire, je pense que c'est... quel est cet acteur? J'oublie chaque fois son nom. Owen Wilson, peut-être? Oh, Owen Wilson, voilà. Je sais pas pourquoi je mélangeais avec Orson Welles, parce que ce sont les mêmes initiales. Owen Wilson joue donc une sorte d'écrivain qui se cherche un petit peu, qui part en voyage. Un voyage de noces où il part simplement en couple à Paris. Et ce qu'il se passe, c'est que tous les soirs, à minuit, il entre dans le Paris des années 20, des années 30. Il a l'occasion de discuter et de vraiment voir et vivre un petit peu avec Hemingway. Je pense qu'il y a aussi Picasso et d'autres. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de les voir dans la force de l'âge, dans leur belle période. Envie de voir un petit peu comment est-ce que le film les avait un petit peu imaginés ou essayer de les représenter. Les discussions aussi d'un artiste qui se cherche un petit peu et qui a l'occasion de discuter avec de grandes influences du siècle dernier. C'était assez intéressant. Il y a toujours une partie peut-être parfois un petit peu naïve, mais c'est peut-être la manière dont Owen Wilson joue. Il a un rôle un petit peu de petit garçon au milieu des adultes, étant donné que il se cherche en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, et lui, il est au milieu de toutes les stars du siècle dernier. Donc, ouais, moi, ça m'avait laissé un bon souvenir. Patrick, si t'as... Mais en fait, ce qui est intéressant, moi, c'est un réalisateur que j'aime assez bien. Hein, donc, ces derniers films, je les ai à peu près tous vus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Woody Allen, il a beaucoup de succès en France, mais assez peu aux États-Unis, même pas du tout. Et en fait, Midnight in Paris, c'est son film qui a fait un des films qui avait le plus d'entrées en France, qui a eu le plus de succès ces dernières années. Bah oui, évidemment, il se passe à Paris. Alors, tout ce côté culturel, à mon avis, a dû beaucoup plaire aussi en France. Donc, moi, c'est pas mon préféré, hein, je dois bien l'avouer, mais ça reste toujours très plaisant. Oui, et ton préféré, c'est lequel? Celui à New York, t'avais bien plu? Non, oui, mais pour moi, un des plus marquants, ça reste quand même Blue Jasmine, avec Cate Blanchett, si je ne me trompe pas. Match Point, vraiment excellent aussi. Et moi, j'avais bien aimé, en fait, j'avais même préféré le suivant. Après Midnight in Paris, il y avait To Rome with Love, où ça se passait à Rome. Et pourtant, qui a fait moins notable, hein. Il y a plus de marivaudage, on va dire. Donc, voilà. Mais moi, j'avais beaucoup aimé cette atmosphère comme ça à Rome, en plein été. Dans les derniers, c'est plutôt ceux-là que j'avais apprécié. Et après, je dois quand même reconnaître que les films les plus anciens, je les ai pas du tout vus, hein. Donc ça, j'ai vu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander, qui est dans un genre très différent. Enfin, toujours de l'humour évidemment, mais c'est un genre différent de ces films plus récents. Bon, alors on peut terminer sur cette bonne note. La prochaine fois, on se voit sûrement pour discuter des prix Nobel. Donc là, on peut le faire à l'avance. On attend la cérémonie et le petit mot de Annie Ernaux lors de la remise du prix, début décembre. On essaiera d'ici là de peut-être avoir lu quelques œuvres ou en parler un peu plus profondément. Tout à fait. Donc, à la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.